Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, Guillaume Marquand. Je suis avocat chez Kane Lamar, avocat spécialisé en droit municipal depuis tout près de 10 ans. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur les principes d'encadrement des chiens dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un signalement sur le territoire de notre municipalité quant à un chien dangereux ou un incident qui concerne un chien qui aurait infligé des blessures ou qui aurait attaqué un citoyen ou un autre animal? Euh, Première des choses, je pense qu'il est important d'aborder la question, à savoir pourquoi on se pose cette question-là. Ça a toujours été d'actualité, ça l'est depuis plusieurs années, mais ça l'est encore plus en 2024, principalement parce qu'il y a une décision importante qui a été rendue par la Cour supérieure en mai 2024 qui concernait la municipalité de Potton, dans laquelle la responsabilité de la municipalité a été retenue, responsabilité civile. La municipalité a dû payer un montant important, a été condamnée à payer un montant important de plusieurs centaines de milliers de dollars en compensation pour des dommages subis par un citoyen ou une citoyenne en raison d'une attaque de chien sur son territoire. Et ça met en lumière des principes qu'on connaissait déjà, mais c'est un rappel assez important, assez clair de la Cour supérieure de ces principes-là, à l'effet qu'une municipalité doit être diligente dans l'application et dans l'encadrement des chiens dangereux sur son territoire. Euh, et je vais aborder certains principes là, rapidement qui sont dégagés de cette décision-là et la Cour supérieure est meilleure que moi pour expliquer ces principes-là. Je vais donc lire quelques paragraphes importants sur la responsabilité qui est possible là, pour la municipalité. C'est les paragraphes 60 et suivants de la décision qui se lisent comme suit. Une conduite quelconque d'une municipalité sera considérée comme fautive au sens du Code civil lorsque telle conduite s'écartera de la norme de comportement qu'adopterait une municipalité normalement prudente et diligente dans semblables circonstances. Tel serait notamment le cas de la municipalité qui tolérerait des situations dangereuses sur lesquelles elle exerce un certain contrôle ou qui puisse constituer un piège, soit une situation intrinsèquement dangereuse, non apparente et anormale. Serait également qualifiée de fautive une municipalité qui omettrait de prendre les mesures ou les précautions raisonnables ou appropriées pour écarter un danger potentiel, prévenir ou empêcher un accident raisonnablement prévisible et évitable, ou empêcher qu'une situation dangereuse naisse ou perdure indûment. Ainsi, et dans un tel cas où la municipalité ferait défaut de se comporter de manière raisonnablement prudente et diligente et causerait un dommage à autrui, celle-ci serait tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la Cour nous rappelle que oui, la responsabilité civile peut être retenue contre quelqu'un qui commet une faute là, directement. Par exemple, le propriétaire du chien en question, dangereux, a commis une faute, son chien a blessé un citoyen. Donc, le propriétaire a été tenu responsable aussi dans cette décision-là, mais la Cour va plus loin en nous disant que par son inaction, la municipalité est aussi responsable parce qu'elle avait l'occasion d'encadrer avec sa réglementation dont elle disposait à l'époque les chiens qu'elle savait être dangereux. Il était démontré que les représentants de la municipalité savaient qu'il y avait des chiens dangereux sur son territoire, connaissaient la situation de ces chiens-là. Et en n'appliquant pas convenablement sa réglementation, n'a pas permis ou a fait en sorte que le malheureux accident est arrivé. La victime a subi des blessures très importantes, des séquelles psychologiques et physiques qui vont durer toute sa vie. De là, l'imposition d'un montant de dommages-intérêts très important. Donc, maintenant que ce principe-là est expliqué, c'est important de savoir que la municipalité doit agir avec diligence lorsqu'elle est au courant qu'il y a des chiens potentiellement dangereux sur son territoire. Mais maintenant, la deuxième portion de cette présentation-là va porter sur les pouvoirs dont disposent les municipalités, qu'on connaît, là, qu'on croise souvent. Il y en a deux. Le premier vient d'un règlement municipal, plus souvent qu'autrement un règlement sur les nuisances ou règlement de paie et bon ordre dans lequel on prévoit des dispositions sur la façon de gérer les chiens, les nuisances potentielles qui sont interdites en lien avec les aboiements, l'errance des chiens, la façon dont les chiens doivent être attachés, maintenus sur le terrain. C'est des règlements que à peu près toutes les municipalités ont, qu'on voit régulièrement, et
l'application de ces règlements-là, essentiellement, ça donne lieu à l'émission de constats d'infraction, de poursuites pénales, si jamais le propriétaire d'un chien contrevient à ces dispositions-là. C'est une façon d'intervenir pour la municipalité de façon coercitive pour convaincre ultimement le propriétaire de changer ses comportements et de respecter la réglementation avec des amendes. Il peut aussi y avoir une demande d'ordonnances qui sont faites à la cour municipale en vertu de ces règlements-là. Les cours municipales ont toujours des pouvoirs d'ordonnance pour s'assurer du respect de la réglementation une fois qu'une condamnation est prononcée. On peut penser, par exemple, à une disposition d'un règlement sur les nuisances qui prévoit qu'un chien doit être constamment gardé en laisse ou à l'intérieur d'un terrain clôturé. Ben, l'ordonnance qui pourrait être rendue s'il y a contravention de cette disposition-là, c'est d'obliger le propriétaire à se prémunir d'une clôture ou d'une installation là, avec laisse suffisamment solide pour maintenir son chien. Éventuellement, les ordonnances peuvent aussi être exécutées par la municipalité si jamais les citoyens ne les respectent pas. Donc, des travaux pourraient être faits d'installation de clôture, par exemple, suivant une ordonnance rendue par la cour municipale, tout ça aux frais du propriétaire. Donc, c'est la première avenue possible pour une municipalité qui veut agir de façon diligente lorsqu'elle connaît une problématique sur son terrain. La deuxième nous vient et plus récente, là, c'est une loi qui a été adoptée par le gouvernement provincial en 2018, euh, qui se nomme la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Une loi qu'on a beaucoup entendu parler, ça a été très médiatisé là, à l'époque en 2018. Et est venu ensuite un règlement d'application de cette loi-là en 2019 qui vient établir tous les pouvoirs là, et même des devoirs pour les municipalités et les villes, parce qu'ultimement, c'est une loi et un règlement provincial, mais l'application de cette loi-là et de ce règlement-là a été donnée, la responsabilité de l'application a été donnée aux municipalités et aux villes. Donc, c'est à elles de faire appliquer le règlement et la loi sur leur territoire. Essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne des pouvoirs importants dans un contexte de chiens dangereux, d'incidents ou de potentiels dangers. Euh, et ça se fait en deux étapes. La première, c'est lorsque la municipalité ou la ville a des motifs raisonnables de croire qu'un chien peut poser un risque potentiel pour la sécurité ou la santé publique. Elle peut faire déclarer ce chien potentiellement dangereux. Une fois que cette étape-là est passée, puis je pourrais revenir un petit peu sur la procédure là, un peu plus loin, mais une fois que le chien est déclaré potentiellement dangereux, là, il y a des obligations qui s'appliquent envers le propriétaire de ce chien-là et le chien qui sont assez coercitives dans le sens où, par exemple, le chien, lorsqu'il est en public, doit être doté d'une muselière, il doit être micropucé, stérilisé, son statut vaccinal contre la rage doit être à jour. Et il ne peut pas être en présence d'enfants de moins de 10 ans, sauf s'il est aussi en présence d'un adulte. Donc, une fois que le chien est déclaré potentiellement dangereux, ça permet à la municipalité de l'encadrer un peu mieux pour éviter les dangers. Maintenant, pour faire déclarer un chien potentiellement dangereux, il y a deux possibilités. Quand la municipalité a des motifs de croire qu'il peut être dangereux, elle peut faire soumettre le chien à une expertise par un vétérinaire qui va se prononcer sur la dangerosité ou pas. Et ensuite, la municipalité pourra rendre une ordonnance par résolution là, pour faire déclarer le chien potentiellement dangereux. C'est la première avenue. La deuxième, on peut outrepasser le processus d'expertise par le vétérinaire si le chien a effectivement mordu ou attaqué un autre animal ou un humain et a causé des blessures. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'une évaluation par un vétérinaire. On peut aller directement à l'ordonnance pour faire déclarer le chien potentiellement dangereux. Il y a également des pouvoirs d'ordonnance, même si le chien n'a pas été déclaré dangereux, la municipalité peut émettre des ordonnances, toujours par résolution, pour encadrer le chien, pour demander son euthanasie ou pour demander que le propriétaire se départisse du chien. Donc, c'est d'autres pouvoirs qui sont un peu en parallèle du processus là, de déclaration de dangerosité du chien. Maintenant, il faut savoir, et je n'entrerai pas dans tous les détails dans cette courte présentation, mais il faut savoir que tout ce processus-là, autant pour faire déclarer le chien dangereux que pour rendre les ordonnances,
est encadré par les grands principes d'équité procédurale et du droit d'être entendu par le propriétaire du chien. Donc, chacune des décisions est prise par résolution par le conseil municipal et est aussi précédée par des avis d'intention qui sont envoyés au propriétaire, dans lesquels on annonce au propriétaire qu'une ordonnance par résolution sera rendue, soit pour faire déclarer le chien dangereux, soit pour des mesures d'encadrement qui sont prévues dans la loi. Et ça laisse la possibilité pour le propriétaire de présenter ses observations dans un délai raisonnable qui lui est donné, souvent quelques semaines, là, selon le type de dossier. Donc, c'est important, la loi prévoit que le propriétaire doit être entendu, doit pouvoir donner ses observations avant qu'une décision soit rendue. Les décisions doivent être rendues par écrit, communiquées au propriétaire, et le propriétaire aura l'occasion de les contester s'il le désire. Une fois que les décisions sont rendues et qu'elles n'ont pas été contestées par le propriétaire, la contestation se ferait devant les tribunaux, devant la Cour supérieure. Mais si elle n'a pas été contestée, elles deviennent applicables. Donc, la déclaration de chien potentiellement dangereux devient applicable avec toutes les mesures de protection qui s'appliquent, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les ordonnances, par exemple, d'euthanasie ou d'ordonnance aux citoyens de se départir du chien, sont rendues applicables. Et avec ces ordonnances-là viennent des pouvoirs de saisie par les inspecteurs municipaux ou par les personnes désignées par la municipalité qui facilite en pratique l'application de ces ordonnances-là. Tout ça, ces pouvoirs d'ordonnance, c'est un pouvoir discrétionnaire de la municipalité qui peut décider de les appliquer ou de ne pas les appliquer. La seule situation où la municipalité n'a pas de pouvoir discrétionnaire et doit prononcer une ordonnance d'euthanasie, c'est lorsque un chien a effectivement infligé des blessures graves ou a causé la mort d'un humain. Dans ce cas-là, et selon la définition d'une blessure grave là, prévue au règlement, la municipalité doit ordonner l'euthanasie en suivant le processus, là, les possibilités pour le citoyen d'être entendu et tout ça, mais la municipalité doit aller de l'avant lorsqu'elle sait que des blessures graves ou la mort ont été causées par un chien. Et au bout de la ligne, il faut savoir que bon, le non-respect de toutes les ordonnances et décisions qui sont prises par le Conseil en application du règlement peuvent donner lieu à des infractions pénales avec des amendes assez élevées, là, 1 000 $ et plus selon l'infraction. Donc, ça donne des pouvoirs assez directs là, et étendus à la municipalité pour encadrer les chiens. Donc, c'est de ça que je voulais vous entretenir aujourd'hui. Deux avenues possibles, la réglementation municipale ou le règlement et la loi provinciale. Et tout ça dans l'esprit, en ayant à l'esprit le fait que la municipalité doit agir avec diligence et promptement lorsqu'elle sait qu'il y a des dangers potentiels en raison d'un chien dangereux sur son territoire. La municipalité ou la ville a les outils nécessaires et les tribunaux s'attendent à ce qu'ils soient appliqués lorsque vient la possibilité de protéger leurs citoyens sous peine d'une responsabilité qui pourrait être retenue pour la municipalité. Donc, j'espère que j'ai pu vous aiguiller sur les pouvoirs possibles, vous sensibiliser sur la nécessité de les appliquer. Et pour la suite des choses, n'hésitez pas à contacter vos procureurs qui pourront vous aiguiller sur exactement la façon dont les pouvoirs pourront être appliqués. Merci de votre attention et au plaisir.